On entend souvent dire ou voir sur les réseaux sociaux, par exemple, que les Alliés savaient, mais qu'ils n'ont rien fait. Est-ce que c'est vrai, déjà? C'est faux. Ce week-end, à Dijon, l'Association des professeurs d'histoire et de géographie de Bourgogne organisait une conférence autour de la récente analyse photographique de l'album de Lily Jacob, autrement appelé Album d'Auschwitz. De nombreux professeurs ont ainsi pu écouter l'historien Tel Brutmann présenter les travaux qu'il a conjointement réalisés avec deux de ses confrères. Objectif, maintenir un lien entre la recherche et l'histoire enseignée. Il est toujours nécessaire, je dirais, de réinterroger selon des procédures qui parfois nous échappent ou qu'il est nécessaire de rappeler. Mais je vais bien sûr laisser Tel Brutmann vous en parler, il le fera naturellement bien mieux que moi. Tel Brutmann a exposé les manières dont ces photographies, mondialement connues, ont été méticuleusement réanalysées, apportant un regard neuf, révélant des détails jusqu'à présent ignorés ou non compris, et des réponses à des questions que l'on ne se pose pas, mais qui existent pourtant bien. On peut comprendre pourquoi il lève le bras. Il lève le bras pour faire signe au camion placé. Et d'un coup, en retrouvant le bon ordre, vous retrouvez aussi l'action qui se déroule sous vos yeux. Ce qui fait que d'un coup, on n'a plus une photo isolée à laquelle on peut faire dire n'importe quoi, il lève le bras parce qu'il lève le bras. Il lève le bras parce qu'il fait signe à un camion passé. Et s'il fait un signe à un camion passé, ça indique aussi son rôle. Le SS qui est là, il n'a aucune fonction dans la sélection, c'est juste un agent de circulation. Et en fait, cette dimension elle est fondamentale. En général, quand on montre les photos de la sélection comme celle-ci, vous voyez la sélection, comment ça se passe, les SS choisissent les juifs, machin, il ne se passe rien autour. La preuve, il ne se passe rien autour, il n'y a que la sélection qui se déroule. En fait, non, il ne se passe pas rien autour. Documents historiques qui servent aussi bien de preuve comme d'un moyen de transmission, ces nouvelles recherches nous interrogent aussi sur notre façon de prélever et de restituer l'information d'une photographie, tout en mesurant l'influence que celle-ci peut avoir sur notre conception des faits. Il aura fallu plusieurs décennies avant qu'Auschwitz-Birkenau ne devienne un symbole. Génération après génération, des femmes et des hommes cherchent et chercheront encore à révéler ces secrets. Tel Brutmann, vous êtes historien, spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme. En quelques mots, en quoi consiste le métier d'historien? En fait, le métier d'historien, c'est d'essayer d'analyser le passé et de le comprendre avec un élément qui est particulier, c'est que chaque génération d'historiens sur le même sujet va avoir de nouveaux questionnements au regard des apports des prédécesseurs et de ce qui est propre à chaque génération. La Shoah, c'est un sujet qui est quand même beaucoup traité. A priori. A priori. Et j'insiste sur le a priori. Okay. Parce que l'histoire de Rome est traitée depuis 2000 ans, l'histoire d'Athènes depuis 2500 ans, et l'histoire de Napoléon Bonaparte est l'histoire qui est la plus traitée. Donc en fait, c'est une sorte d'idée qui est dans l'air du temps depuis 1945, comme l'a montré Neji Yorka. Il y a cette idée qu'on parle tout le temps de la Shoah, on parle toujours de la Shoah, mais en fait en France, il y a très peu d'historiens de la Shoah, et il n'y a pas tant d'études que ça en France sur la Shoah. Au niveau mondial, c'est autre chose. Donc du coup, vous répondez un peu à ma prochaine question. Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas? Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, il reste énormément de choses à faire, tout simplement, comme je viens juste de le dire, chaque génération, c'est de nouveaux questionnements. On bénéficie de ce qui a été fait par nos prédécesseurs, mais ensuite la recherche, elle s'affine, il y a des points qui demeurent à être exploités ou expliqués, et il y a une masse d'archives incommensurables qui ne demandent qu'à être utilisées, et il y a des générations de chercheurs qui vont pouvoir les utiliser tellement elles sont riches. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire de la Shoah, même s'il est pratiqué depuis quelques dizaines d'années, c'est une matière en soi qui est relativement neuve et il faut le comparer aux autres. La Révolution française, il y a génération après génération d'historiens qui font l'histoire de la Révolution française. Donc c'est un renouvellement perpétuel de questionnements, d'études, d'approches. On se pose souvent la question, enfin en tout cas les historiens se posent souvent la question de savoir comment la Seconde Guerre mondiale aurait peut-être pu être évitée. Et la Shoah, est-ce qu'on aurait pu l'éviter ou au moins la freiner? Et est-ce qu'elle est forcément liée à la guerre? Alors je vais répondre à la deuxième question en premier, mais elle est totalement liée à la guerre. En fait, pour une raison très simple, pour les nazis, avant même 1933, à plus forte raison après 1933, et encore à plus forte raison après fin 1941, pour les nazis, les juifs sont leur pire ennemi. Dans la tête d'un nazi, c'est simple.
les Allemands ou les Aryens ou les Nordiques, comme ils s'appellent, sont la race pure supérieure. Et les Juifs ne sont pas des sous-hommes, comme on peut régulièrement l'entendre, mais c'est leur pire ennemi, qui lui est totalement impur. Les sous-hommes, ce sont les Slaves, ce sont les Noirs, ce sont les Arabes ou les Asiatiques. Eux sont destinés à être réduits en esclavage. Le Juif, il faut le combattre. Donc c'est vraiment ça la perspective des nazis. Du coup, à partir de fin 41, avec ce qui devient vraiment la Deuxième Guerre mondiale, l'entrée en guerre des États-Unis, il y a un basculement pour les nazis. C'est bien la preuve que les Juifs veulent la perte de l'Allemagne. Ils ont poussé les États-Unis à rentrer en guerre. C'est comme ça qu'en tout cas les choses sont vues du côté du Troisième Reich. Donc il y a une liaison directe avec la guerre, et ça permet de répondre du coup à votre première question, enfin la première partie de la question, c'est que non, on ne peut pas freiner la Shoah, pour une raison très simple. Quand elle est déclenchée fin 41, le pays qui domine le monde, qui gagne la guerre à ce moment-là, c'est le Troisième Reich. C'est la plus grande puissance militaire du monde, contre des populations civiles, ils font ce qu'ils veulent. Et de fait, le cœur même de la destruction des Juifs, il se déroule entre l'été 41, on est avant le moment que je viens de décrire, où là il s'agit de tuer les Juifs du RSS qui viennent d'être envahis, ou de Pologne qui est occupée. On est vraiment dans un moment très particulier. En 41, il y a quasiment 1 million de Juifs qui sont tués. Fin 42, on est quasiment à 4 millions de Juifs qui sont tués. C'est le plus gros du processus de destruction. C'est le moment où l'Allemagne maîtrise quasiment tout le continent européen jusqu'à Moscou. Donc il n'y a personne qui peut s'y opposer. On entend souvent dire ou voir sur les réseaux sociaux, par exemple, que les Alliés savaient, mais qu'ils n'ont rien fait. Est-ce que c'est vrai, déjà? C'est faux. Et on l'entend souvent, vous avez raison, depuis très longtemps. C'est une vision très simpliste. Oui, les Alliés savent, ils ont des éléments, effectivement. Churchill le dénonce dès l'été 41 à la BBC pour les massacres en URSS contre les Juifs. Et en fin 42, il y a des informations qui arrivent aux années de plus en plus précises. Mais ça renvoie à ce que je vous ai dit avant. La puissance militaire qui domine l'Europe, c'est les Allemands. En 41, les Anglais, ils sont tout seuls. En 42, il y a les Anglais, les Soviétiques défendent Moscou, les Anglais sont toujours sur leur île, et les Américains ne sont pas encore arrivés en Europe. Donc il n'y a personne qui peut rien faire. Et en gros, à l'été 44, le processus est quasiment terminé. C'est le moment où les Alliés prennent pied sur le continent européen. Même si les Allemands et leurs collaborateurs, hongrois, même français ou d'autres, continuent à tuer des Juifs après l'été 44. Le plus gros a déjà été fait avant même que qui que ce soit puisse arriver. Et puis surtout, parce que c'est une question qui est très complexe, vous avez raison de soulever, il faudrait consacrer de longs moments pour démonter et démontrer en même temps tous les problèmes et les absurdités que soulève cette question. C'est que les Alliés, ils gagnent la guerre, ils battent les Allemands. Et c'est en battant les Allemands qu'ils mettent un terme à la solution finale. En même temps, cette question-là, qui est une question très morale en surplomb, qui doit être abordée très finement, on peut la réinvestir sur plein d'autres exemples. En 1994, au moment du génocide des Tutsis au Rwanda, moi je suis étudiant, je vois à la télé, je ne comprends pas immédiatement. Je vois qu'il y a ce qui est appelé des tueries ou un massacre, on ne comprend pas qu'on a fait un génocide. François Mitterrand lui estime que c'est des tueries traditionnelles ou des massacres traditionnels entre Africains, une vision très raciste par ailleurs de l'Afrique, mais on a la guerre en Ukraine aujourd'hui, enfin en Ukraine ou ailleurs, ce qui se passe pour les Ouïghours en Chine, où il y a plein de gens qui savent ce qui se passe pour les Ouïghours en Chine, mais en même temps, est-ce qu'on se mobilise massivement? Non, et ça renvoie à tout un ensemble de questions qui méritent des analyses très poussées, très fines, des débats aussi, parce que touche du doigt le cœur d'énormément de choses après la Shoah. On a dit plus jamais ça. Et puis on a eu plein de génocides ou de massacres. Le massacre se suffit déjà pour dénoncer quelque chose. On n'a pas besoin que ce soit un génocide pour le dénoncer. Et ça ne s'arrête pas. Vous avez publié le livre Un album d'Auschwitz avec 2 confrères allemands. Il y a une partie qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on voit beaucoup d'enfants à Auschwitz. Pourquoi on a emmené les enfants à Auschwitz? Et indirectement, est-ce que les SS leur ont attribué un pseudo-rôle dans l'organisation de la déportation et de l'extermination? Non, aucun, parce que les enfants, quand ils débarquent, sont assassinés. C'est aussi simple que ça. Donc les enfants voyés sur ces photos, ensuite, ils sont tués. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'ils ne se sont pas dit on va emmener les enfants avec les parents pour pas qu'il y ait de panique générale, pour que ce soit plus simple à... C'est une question qui a été posée à un moment, parce que si on prend pour la France, par exemple, en juillet 1942, Eichmann donne ordre de ne pas encore déporter les enfants, et l'ordre sera donné quelques semaines plus tard. Non, en fait,
la déportation des enfants, c'est pas pour calmer les parents, c'est tout simplement qu'il faut détruire tous les juifs, femmes, hommes et enfants. Pour les enfants d'aujourd'hui, comment on fait pour leur expliquer que Auschwitz, la Shoah, c'est pas une histoire si ancienne d'ailleurs? Est-ce que vous considérez que c'est de l'histoire ancienne? Et comment on fait pour leur expliquer que potentiellement ça n'est pas, parce que les photos qu'ils vont voir sont qu'en noir et blanc et de qualité beaucoup moindre que ce qu'ils auront eux? Alors, déjà, il y a toujours sur n'importe quel appareil photo ou téléphone portable que vous utilisez l'option noir et blanc. Et il y a plein de gens qui font des photos en noir et blanc ou même des films en noir et blanc. The Artist avec Jean Dujardin, c'est pas le siècle dernier. Donc le noir et blanc reste un élément qui est important. Je comprends l'idée de la couleur, c'est le présent et le noir et blanc, c'est le passé. Et c'est un problème parce que les photos qui sont prises en noir et blanc, elles disent beaucoup de choses aussi. Et on peut toujours en faire. Donc non, le noir et blanc, c'est pas forcément vieux. Est-ce que c'est une histoire ancienne? Techniquement, oui, puisque ça va faire quasiment 80 ans. Factuellement, non, parce qu'on voit qu'on en revient toujours à cette histoire-là. Par exemple, Poutine, pour envahir l'Ukraine, explique que ce sont des nazis. On voit qu'on en revient à la Seconde Guerre mondiale, parce que l'Europe dans laquelle on vit est une Europe qui s'est constituée par rejet de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, par rejet du nazisme, par rejet du racisme, de l'antisémitisme, même si le résultat aujourd'hui n'est pas très probant en matière de rejet des haines diverses et variées. On n'en demeure pas moins qu'on reste très fortement marqué par cet événement-là qui a servi l'événement et ce qui s'en est suivi a servi de matrice pour le monde dans lequel on vit. Juste pour finir, le 6 octobre, vous publiez un livre qui s'appelle Du sang dans la clairière. Ça sort aux éditions Ouest France. Est-ce que vous pouvez le présenter en quelques mots? Alors, il s'agit d'une bande dessinée. J'ai c'est une bande dessinée qu'on a réalisée avec deux amis, FX qui est dessinateur de bande dessinée depuis le siècle dernier, et Antoine Grande qui est historien. En fait, on nous a demandé, le Mont Valérien, qui est une institution mémorielle à Paris consacrée à plus d'1 millier de résistants qui ont été fusillés sur ce site par les Allemands, nous a demandé d'imaginer une bande dessinée pour évoquer cette histoire-là. Alors, en fait, j'adore la bande dessinée, ça fait très longtemps que j'en lis. J'ai travaillé dans la bande dessinée avant de rater ma vie de historien. Et l'idée, c'était vraiment de ne pas faire un cours d'histoire en BD. J'ai horreur, enfin, les deux autres aussi, on a horreur de ça. La BD, c'est un médium à part entière qu'il faut utiliser pour ce qu'il est, et pas pour autre chose. Il ne s'agit pas de faire un cours d'histoire. Donc, c'est une BD, tout en étant assez fidèle à l'histoire, avec un majuscule, et c'est d'expliquer ce qu'est le Mont Valérien en suivant l'itinéraire d'un groupe de résistants qui vont être tués. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage.